Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Votre confinement passe comme vous voulez. Donc, je vous retrouve et très heureuse aujourd'hui de vous retrouver encore pour une deuxième séance logistique. Alors, aujourd'hui, avec une nouveauté, on a utilisé un nouveau outil sur Craft et pour pouvoir faire nos cours. Donc, j'espère que ça va marcher. Je souhaiterais éventuellement que vous soyez indulgents avec nous au cas où il y a des problèmes techniques. Voilà, donc avant de démarrer, et sur cette deuxième séance, je souhaiterais vous indiquer comme quoi ça va être une séance de à peu près une demi-heure, 30 minutes, suivie de 15 minutes de questions-réponses pour que je puisse répondre aux questions des différents participants à cette séance. Alors, on va faire d'abord un petit récapitulatif par rapport à la séance dernière sur laquelle on a justement traité la Global Supply Chain et on est parti ensuite vers la chaîne logistique interne dans lesquels on a justement pu retrouver les différents processus de la chaîne logistique. On va les découvrir ensemble aujourd'hui et avec à l'appui nos fameux slides. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on avait dit la séance dernière? Alors, la séance dernière, nous avons parlé de la Global Supply Chain. Et pour pouvoir parler de cette Global Supply Chain en grosso modo et en 2-3 minutes rapides, on a dit qu'il existait trois types d'entreprises. Industrie, services et distribution. Et ces entreprises-là, quelle que soit leur catégorie, elles se retrouvent dans une Global Supply Chain. C'est une chaîne. Cette chaîne-là, c'est une chaîne constituée de maillons. Chaque maillon, c'est une entreprise. Industrie, service, distribution, on avait discuté de ça la séance dernière, elle se retrouve autant que maillon de cette chaîne. Cette chaîne-là, c'est ce qu'on appelle justement la Global Supply Chain parce que chaque maillon est une entreprise qui est en même temps fournisseur et en même temps client. Regardons ainsi cette chaîne-là. Regardons ainsi cette chaîne-là, comment elle se représente dans ce schéma global. Alors, chaque entreprise doit justement être un maillon fort, on avait dit. Et pour qu'elle ramène justement ce maillon fort-là, elle doit procurer obligatoirement, elle doit procurer la qualité au plus bas coût et les meilleurs délais. Ça veut dire quoi ça? C'est le QCD. C'est le fameux triangle d'or, le principe fondamental et justement qu'on se base dessus aussi dans la supply chain et dans la logistique. Le triangle d'or. C'est quoi ce triangle d'or? C'est justement la qualité au plus bas coût et dans les meilleurs délais. Donc chaque fois on a un élément qui est la qualité qu'il doit être. Je vous ai dit la dernière fois qu'il doit être irréprochable. Ça veut dire la juste qualité, irréprochable par rapport à la qualité que j'exige. Et elle doit être réalisée dans les délais que j'exige et également au plus bas coût. Donc, il faut chercher justement le moins disant des mieux disants, c'est-à-dire celui qui nous procure le plus bas coût, mais ceux qui nous procurent qui nous procurent la qualité et les délais qu'on exige. C'est le fameux triangle d'or. Alors, entre la qualité et le coût, on cherche bien sûr l'efficience. L'efficience, c'est l'efficacité, mais au plus bas coût. C'est vrai, c'est bien qu'on soit efficace. Mais également, il faudrait qu'on soit efficace, mais au plus bas coût. Et c'est ce qu'on appelle l'efficience. Mais également, il y a l'agilité. L'agilité, c'est quoi? C'est d'atteindre justement et avoir les délais qu'on veut, mais justement au plus bas coût, sachant que la qualité au plus bas coût, aujourd'hui, on l'appelle plus, dans les délais plutôt, on l'appelle plus en fait réactivité, c'est has-been. Aujourd'hui, on cherche la proactivité. C'est bien, monsieur, c'est bien, madame, c'est bien que vous êtes réactif quand il y a un problème, à réagir, à traiter, à diagnostiquer votre problème au niveau de l'entreprise. Mais c'est très dangereux aujourd'hui de le faire. Pourquoi? Parce que la réactivité aujourd'hui ne vous permettra pas justement d'atteindre ce fameux QCD. Pourquoi? Parce qu'on ne vous demande plus d'être réactif. On vous demande d'être
proactif. Proactivité, ça veut dire quoi? Quand le problème, il faudrait anticiper sur le problème avant même qu'il n'apparaisse. Justement, c'est ce qu'on avait résumé sur le fameux QCD. Mais QCD, pourquoi? On avait dit que le QCD était important parce que chaque entreprise doit justement procurer ce fameux QCD, la qualité au plus bas coût, dans les meilleurs délais, dans le délai qu'elle exige, à ses clients. Et ouais, ou la l'entreprise ce QCD au client, ben, le client il ne sera pas content, bien sûr. Donc le client, il exige le QCD. Il exigera tout le temps ce QCD grâce à un processus chez lui qui s'appelle le processus achat. Et donc, c'est un processus maillant fort chez lui. On va le découvrir ensemble plus tard. Et donc, il essaye de tirer des fournisseurs ce QCD. Donc, tu as intérêt, autant que fournisseur dans cette entreprise, de tirer le fameux QCD, de procurer plutôt le fameux QCD à vos clients. Comment? De deux, on avait dit, façon, ou de deux éléments importants. La première, c'est de tirer le QCD de vos fournisseurs et en deux, ramener le QCD en interne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en interne? Il y a en interne la chaîne logistique interne. Qu'est-ce qu'il y a en interne de l'entreprise? Justement, c'est une chaîne logistique interne. Bien sûr, il y a une chaîne de valeur avec un ensemble de processus principaux et supports qui supportent la réalisation de l'activité et d'autres principaux qui réalisent l'activité. Mais on trouve dans cette chaîne de valeur une chaîne logistique interne. Il faut ensemble quels sont les différents processus de cette chaîne logistique et qui sont des maillons forts et des maillons importants, ils doivent être plutôt. Et si un d'entre eux est faible, il peut rendre toute la chaîne logistique de l'entreprise faible. Donc, quels sont ces maillons internes justement de l'entreprise? Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir pendant cette séance. Mais avant de pouvoir les découvrir ensemble et très rapidement, regardez avec moi cette entreprise qui doit tirer le QCD en externe et qui doit ramener le fameux QCD dans tout son fonctionnement en interne pour pouvoir le procurer à son client. Pourquoi? Pour qu'elle soit maillon fort. Et pour qu'elle soit maillon fort, justement, dans une global supply chain où elle est fournisseur à plusieurs clients et clients à plusieurs fournisseurs. Regardez avec moi ce schéma-là. Donc, chaque entreprise, il est fournisseur et client de plusieurs autres entreprises. Mais regardez celle-ci avec moi. Vous allez découvrir que c'est une vraie toile d'araignée. Donc, chaque entreprise est en même temps fournisseur d'un client et client d'un fournisseur. Il suffit qu'un maillon est faible, il rendra toute la chaîne de l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait justement faire pour pouvoir ramener ce QCD au client? Eh bien, en tant qu'entreprise, il faudrait que je le ramène en interne. Il faut que je ramène ce QCD dans tout mon fonctionnement en interne, parmi lesquels le fonctionnement de toutes mes activités logistiques. Et ça commence par quoi? Justement, c'est justement les différents maillons de la chaîne de valeur. Et ça commence par quoi? Nous sommes dans cette chaîne logistique interne. Et donc, ça commence par quoi? Ça commence par les éléments principaux au sein de cette entreprise. Que ce soit une entreprise d'industriel, une entreprise de distribution ou une entreprise de service, la chaîne de valeur et la chaîne logistique interne de cette entreprise sont les mêmes. Lesquels? On a quoi? On faut qu'on approvisionne, qu'on opère et il faudrait qu'on distribue. Alors, la production, c'est-à-dire l'approvisionnement de tout ce dont on a besoin, il faut opérer, c'est-à-dire réaliser ce produit physique ou ce service. Et si c'est de la distribution, il faudrait gérer ce produit qu'on a approvisionné pour pouvoir justement distribuer ce produit fabriqué, ce service fabriqué ou ce produit approvisionné pour pouvoir justement le distribuer. Donc, chaque entreprise, si elle veut ramener la valeur ajoutée au sein de son entreprise, il faudrait quoi? 3 choses, 3 éléments principaux. Le premier élément, c'est accélérer les flux. Quel flux? Et quel flux? Les 3 flux importants de l'entreprise. Il faut accélérer les flux, c'est-à-dire réduire les flux physiques et augmenter les flux d'informations.
Il faut que les flux physiques vont dans le sens conventionnel, les flux vont dans le sens conventionnel et non pas dans le sens inverse, reverse logistics, pour optimiser justement ces coûts. Et il faut que tout soit géré avec les flux d'information. Il faut que tous les flux d'information de l'entreprise soient forts et il y ait interaction transverse entre ces différents processus au sein de l'entreprise. Le deuxième élément important pour l'entreprise, pour qu'elle soit maillon fort au sein de son fonctionnement et de ses activités logistiques, elle a intérêt à diminuer les ruptures de charge. Qu'est-ce que ça veut dire les ruptures de charge? Les ruptures de charge, j'aime beaucoup pendant mes cours avec mes étudiants, le vulgariser comme avec mes exemples dans la vie de tous les jours. Au Kangoulom, c'est quoi? Donc, il y a une rupture de charge. C'est une rupture de charge. Qu'il y ait arrêt d'une action, une activité, et il y a un démarrage d'une autre activité, c'est une rupture de charge. Il faut réduire ce waste time, ces temps morts, ces temps à non-valeur ajoutée, ces tâches à non-valeur ajoutée. Il faut les identifier dans tous les fonctionnements au sein de l'entreprise. Dans les fonctionnements, je parle bien des fonctionnements, de ma part, je parle des fonctions logistiques. Et le troisième élément, bien sûr, sine qua non, et on n'a pas le droit à ne pas le prendre en considération, c'est le fameux stock. Il faut réduire nos stocks dans nos entreprises. Ben, ça veut dire quoi? Mais quand j'ai un stock, ben non, c'est un mal nécessaire. On en a besoin pour répondre à des aléas, pour répondre à un besoin futur, pour anticiper le besoin, pour pouvoir pallier à des dysfonctionnements, il y en a plusieurs raisons pour lesquelles on met des stocks dans l'entreprise parce que c'est notre stratégie également de fonctionnement. Mais l'idée, c'est quoi? C'est quoi réduire les stocks? C'est avoir le juste stock, le stock stratégique nécessaire pour pouvoir fonctionner. Justement, aujourd'hui, c'est un peu prématuré d'en parler, mais Inch'Allah, pour plusieurs autres séances qui vont venir après, je vous parlerai du dernier concept, justement, de la logistique et dans la supply chain qui se base justement sur une réduction significative des stocks sans pour autant mettre en péril le fonctionnement de l'entreprise. Et encore mieux que ça, justement, c'est augmenter le taux de service de l'entreprise. Donc, si je veux résumer, qu'est-ce qu'il faudrait faire en interne? En gros, d'abord, accélérer les flux. Un flux de physique, flux d'information et les flux financiers. 2. Diminuer les ruptures de charge. Et 3. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement? Réduire les stocks dans l'entreprise. Ça, c'était pour notre première partie. Bien, donc justement, je vais justement reprendre la vidéo avec vous justement en direct pour pouvoir parler justement de cette chaîne de valeur en interne. Et je vous remettrai ensuite le diapositif correspondant à ce que je vais essayer d'étaler et d'expliquer. Je vous ai fait un schéma derrière moi justement de cette fameuse chaîne logistique. C'est vrai qu'elle n'est pas claire, mais je vais essayer de l'expliquer. Je sais que c'est un peu loin, mais je vais essayer de l'expliquer. Je vais vous la mettre aussi au niveau du diapositif. Alors, quelle que soit en fait l'entreprise, elle a, qu'on a dit, une chaîne logistique. Il y a des activités logistiques. Entreprise, comment elle la gère? Chaque entreprise, comment elle organise et elle gère et elle pilote ses processus logistiques. Et ça dépendra de sa maturité logistique et de pilotage de ses activités. On trouve d'abord, tout est déclenché par quoi? Par les prévisions. Donc, les prévisions de vente, et ce sont les prévisions et c'est la projection de l'entreprise sur le moyen terme pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle va vendre et donc qu'est-ce qu'elle doit se préparer, soit pour produire et donc pour pouvoir produire, qu'est-ce qu'elle doit prévoir pour à acheter plutôt. Qu'est-ce qu'elle doit acheter? Donc, prévisions de vente permettront de définir nos prévisions de production, permettront de définir nos prévisions d'achat. Ça, c'est dans le cas d'une entreprise industrielle. Dans le cas d'une entreprise de distribution, donc les prévisions de vente sont transformées automatiquement en prévisions d'achat des besoins nécessaires de produits ou de matières pour faire fonctionner cette activité. Pareil dans l'activité justement de service pour pouvoir fonctionner et réaliser cette production de service. Bien, ces prévisions de vente nous permettent de donner
des prévisions d'achat, comme j'ai dit. Mais ces prévisions d'achat, c'est une donnée d'entrée à l'ensemble des activités de l'entreprise. Si ces prévisions-là sont faibles à cause des prévisions de vente, tous les maillons de la chaîne de l'entreprise seront faibles. Donc, on a intérêt à ce que les maillons de cette chaîne interne soient forts. Donc, comment ces maillons-là soient forts, on va rentrer encore plus en détail par rapport à la séance dernière où je les ai survolés très rapidement pour pouvoir justement anticiper sur la séance d'aujourd'hui. Alors, j'ai parlé des prévisions de vente ils sont transformés en prévisions d'achat. Alors, les prévisions justement d'achat, une fois réalisées, grâce à cette pour l'industrie, ça va être une transformation grâce à la nomenclature liée aux produits qu'on va fabriquer. Pour la distribution, il n'y a pas de nomenclature puisque le produit qu'on achète, pardon, c'est le produit qu'on fabrique. Plutôt, c'est le produit qu'on achète, c'est le produit qu'on distribue. Et donc, du coup, si un produit est prévu à la distribution, c'est un produit qui est prévu à l'achat, moyennant bien sûr un pourcentage d'incertitude. Bien, une fois qu'on a nos prévisions d'achat, donc qui prend la main justement dans cette chaîne logistique, on peut parler du processus achat, qui est un peu controversé. Certaines cultures anglo-saxonnes ou francophones divergent sur ce processus. Les uns le mettent autant que maillon support, d'autres le mettent autant que maillon principaux. Dans d'autres bouquins, on nous dit peu importe, qu'il soit maillon support ce processus achat ou qu'il soit maillon principal, il doit être maillon fort. Ce maillon-là, c'est le processus achat. Alors, justement, sur ce processus-là, justement, on va voir quels sont les différents processus, alors les processus dont on a parlé, et quels sont les différents processus. On a parlé des prévisions et ensuite on est sur le processus achat, on a dit. Ce processus achat, quelle est sa donnée d'entrée? La plupart, مازالين كيكونوا غالطين ما بين acheter ou approvisionner. Alors, quelle est la différence? On va essayer pendant cette séance-là d'éradiquer un peu, de façon vulgarisée, ونحاولوا نحلوا هذا المشكل. ديالاش كنخلطوا ما بين acheter ou approvisionner. Acheter ماشي هي نتقدم. Non, acheter n'est pas approvisionner. L'achat, c'est un processus et l'approvisionnement c'en est un autre, pardon, et ils sont très très liés. Donc le output de l'un c'est l'input de l'autre et etc. avec l'ensemble des processus de l'entreprise. Alors, pour un achat, justement pour le processus achat c'est comme, je vais vous raconter une petite histoire que j'aime bien justement présenter pour Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde qui m'écoute aujourd'hui a du mal à distinguer entre les deux. Et la meilleure façon de faire, c'est de le vulgariser dans la vie de tous les jours. Et je vais vous ramener voir un exemple entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Alors, quel est mon exemple? Alors, supposons qu'on n'était pas dans une situation de confinement. Il y a votre maman, votre mamie, quelqu'un de votre famille vous dit « T'as rien à faire samedi? Adinchi dini. Qu'est-ce que tu veux? Je veux tissu. Khasni tob. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ben, je veux faire un rideau. Je vais changer les rideaux de mon salon. J'ai rien à faire, donc j'ai planifié un ordre de fabrication. La machine et je vais fabriquer un rideau pour les DJ. Très bien. Donc ce samedi, attends, maman ou mamie ou la personne, est-ce que tu voudrais acheter le tissu ou tu veux approvisionner le tissu? Parce que là, quand tu acheter le tissu, acheter le tissu, même chichmak. Et si tu vas aller approvisionner le tissu, c'est pas grave. Yallah, ndik. Quelle est la différence? Pourquoi il ne voulait pas l'emmener quand il s'agissait de achat? Tout simplement parce que l'achat, s'il le ramène pour réaliser le processus achat, c'est pour faire justement les verbes. Et donc, cette mamie ou cette maman va faire exactement que 2 verbes, des 4 verbes pendant toute une journée. غادي تخرجوا مع 9 الصباح وغادوروا على les magasins ديال Casablanca كاملين un par un. C'est pour faire quoi? Les 2 premiers verbes des achats. Prospecter, négocier, contractualiser et évaluer. Prospecter, négocier, contractualiser et évaluer. Et elle va faire quoi? De 9h du matin jusqu'à 17h, à peine juge l'oulin. Léo Machnon.
prospecter et négocier. شنو غدير؟ غدوروا على les magasins ديال كازا كاملين واحد بواحد. C'est logique, elle est en train de faire le processus achat. Prospecter, chercher le fournisseur qui correspond à son besoin. Elle a déjà fait ses prévisions et c'est exactement la quantité dont elle en a besoin et c'est exactement la qualité dont elle en a besoin, le délai et bien sûr son budget le sait. Donc elle va aller prospecter. Quand elle va terminer sa tournée, en même temps elle a négocié avec ses fournisseurs. Est-ce qu'elle a le tissu avec elle? Non, pas forcément. C'est logique parce qu'elle était en train de faire le processus achat. Donc, qu'est-ce qu'elle justement? Elle doit faire justement cette mamie pour pouvoir... alors, je me mets juste sur la transition, comme ça, je peux vous voir. Alors, justement, cette mamie-là, à 17h, quand elle est rentrée chez elle, elle n'a pas le processus, elle n'a fait que 2 heures du processus achat. Elle a prospecté et elle a négocié. À 9h du soir, je ne dert. Aïe, le téléphone. Ça y est, j'ai contractualisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai choisi le fournisseur sur quelle base? Elle a comparé les différentes offres. Bon, je vulgarise un peu le processus pour que vous compreniez un peu la distinction entre les deux. Elle a comparé entre les différentes offres de tous les fournisseurs et elle a choisi dès que le magasin c'est le fournisseur qui répond à ses exigences QCD. Et donc, grâce à ça, justement, elle pourra tirer le QCD, réaliser un produit qui répond à ses exigences pour pouvoir le vendre à sa famille et vendre à ses clients. C'est la famille. Bien, alors c'est pas fini ma petite histoire et très rapidement, c'est pas fini. Cette mamie, à la première heure, qu'est-ce que je elle a enlevé le casquette de pilotage du processus achat, elle va mettre la casquette du processus appro. Il y en a certains qui m'écoutent, ils vont me dire Madame Audrey, il y a 4 verbes, vous nous avez dit dans les achats. Le 4e verbe, Mazel Meddash. Pas encore. C'est les processus qu'elle va piloter. Elle va revenir faire ce 4e verbe du processus achat. Qu'est-ce qu'elle va faire le lendemain? Dès que la casquette achat, elle a mis la casquette approvisionnement. Ça veut dire quoi l'approvisionnement? Ça veut dire qu'elle va concrétiser cet acte-là par la passation de commande. Passation de commande chez le fournisseur dans le cas d'achat. Mais on a également l'approvisionnement pour l'atelier, pour pouvoir lancer des ordres de fabrication en atelier. Ça, on va le voir plus tard. Donc, l'approvisionnement en concrétisant l'acte d'achat par la passation de commande, dit-il le lendemain, ça veut dire celui qui a été prospecté, chez lequel elle a négocié et elle a contractualisé avec lui. Et c'est celui qui est devenu son fournisseur. Donc, elle vient de passer la commande. C'est qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de passer sa commande, qui prend la main là. Un autre processus, support. Lequel? Processus important. Je vais le carnet de chèque. Donc, elle va prendre son carnet de chèque, c'est le paiement. Comptabilité, compte à fournisseur, paiement. Ensuite, elle va prendre quelle casquette? Un autre processus. Oula, elle va piloter beaucoup de processus logistiques, mamie, aujourd'hui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Le fournisseur, il l'a bien préparé, emballé et prête. Donc, elle va la récupérer. C'est toi qui vas le faire. Elle va la récupérer, il va la mettre dans son coffre. Le transport, processus transport de tout ce qu'on achète. Donc, transport, et dans notre cas, il est national. Et si le fournisseur est à l'étranger, ça va être international. Une fois en route, finalement, ما غاديش نديرو le rideau cette semaine. Pourquoi? Mon PDP, on va le découvrir après. Mon PDP, le plan de production, le planning de production, il est plein d'OF. Il a les OF, les ordres de fabrication. Donc, mon planning, il est plat. Je vais créer un bottleneck عندي في planning, un goulet d'étranglement. عندي زحام في planning ديالي. عرفتي شنو؟ Je l'ai placé en samedi prochain à 9h du matin. Je vais te le maquina et je vais faire mon tissu et je vais le transformer en rideau. Donc, qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Elle vient de piloter, de faire la planification de production en même temps qu'elle était en route. Donc, finalement, une fois arrivée à la maison, je vais dire le tissu. Elle va le laisser? Non, oui, puisqu'elle n'en aura besoin que samedi d'après.
Ah, donc, elle va gérer les stocks. Donc, gestion des stocks physiquement, elle va le stocker physiquement. Elle doit le gérer en stock parce qu'il est affecté à cet ordre de fabrication qui est la fabrication de ce rideau. L'histoire n'est pas terminée. On est samedi prochain. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la servitude matière. Donc, les achats, ou la pro, ou le transport, ou la gestion de stock, ou la servitude. On a servi la matière première nécessaire pour produire. خرجتش الثوب ديالها ou الخيوط اللي محتاجة ou les accessoires, toute la nomenclature nécessaire pour fabriquer son rideau. Elle a commencé la production. C'est vrai, c'était planifié. Elle a même ordonnancé. Donc, elle a ordonnancé. Donc, date planification, l'ordonnancement, ou date la fabrication de la tissu. De la chia, rideau, wajd. Ça y est, processus production terminé. Qui prend la main? Qui a pris la main ensuite? C'est le processus, allez, commercial. Non, pas encore commercial. Elle est commercial. Le rideau pour l'Eid, mais je suis d'avant. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit gérer le stock produit fini. Donc elle va stocker ce produit fini, elle va le vendre le salon d'Yala. Donc gestion de stock de produits finis. Et le stock doit être fiable. Ça veut dire que ce produit-là, il est destiné pour ce client-là, qui est le salon, qui est pour la famille. Bien, on est le jour de l'Eid, elle a installé son rideau, elle l'a vendu à son salon. Qui apprend la main? Eh ben, elle va reprendre la main avec la casquette marketing. Elle pilote tous les processus. Elle va prendre le processus marketing cette fois-ci. Elle va lui dire, vous avez vu mon rideau? Parfait, rien. La couleur, le khiata, tout va bien. Est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Le comportement du consommateur. Analyse du comportement du consommateur. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon pour qu'elle puisse améliorer son produit? C'est l'amélioration continue. Bien, parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez me dire, on est parti toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Oui, mais je vais vous faire revenir sur le processus achat avec lequel on a commencé. Pourquoi? 2 mois plus tard, je n'aurai dit que la mamie. Allah ya'amr l'oddar. Le fournisseur, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Le rideau d'Yala, et la couleur est restée intacte. En plus, elle est partie chez un autre magasin de tissus et elle a trouvé le même tissu et il était beaucoup plus cher que chez son fournisseur. Elle va dire, ouais, super. En qualité, il était comme il nous m'a dit, ce qui répond à mes exigences et également en termes de coût. En plus, il était immédiat, rapide ce fournisseur. Il vient de faire quoi là, la mamie? Elle vient de scoriser son fournisseur. Elle vient de l'évaluer. Bravo, ça veut dire qu'elle continuera à approvisionner. Elle va le recommander à toutes ses copines. Et également, il va devenir un fournisseur attitré dans son panel. Continuera à approvisionner. C'est comme ça qu'elle va blinder, justement, le fameux tirer le QCD des fournisseurs. Travailler avec les fournisseurs qui répondent à ses exigences. Parce que ce fournisseur est dans la zone verte. Supposons ce fournisseur, une prochaine fois qu'elle a approvisionné chez lui, la commande n'était pas bonne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la commande m'a livré le temps. Et donc, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va le faire tomber dans la zone orange d'évaluation des fournisseurs. Elle va lui tirer les oreilles. Et ensuite, etc. La prochaine fois, c'était pire. C'était pire. En plus, le prix était plus cher sur un autre produit, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'expulser de sa chaîne logistique, de la chaîne de l'entreprise, ou de sa chaîne Global Supply Chain, pardon, et donc de son panel. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans la zone rouge. C'est un fournisseur qui ne lui procure plus le QCD et elle a trouvé un autre fournisseur. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit trouver un autre fournisseur, ça veut dire qu'elle va tourner la roue du processus achat. Donc, le processus achat, c'est quoi? C'est justement trouver le bon fournisseur qui répond à nos exigences QCD et être sûr que ce fournisseur nous procure tout le temps la qualité au plus bas coût et dans les meilleurs délais qu'on exige au sein de l'entreprise. Maintenant, justement, ce processus-là, achat, si je veux résumer un petit peu, c'est quoi son input? L'input du processus achat,
besoin. Et c'est quoi son output? À votre avis, ça va être quoi son output? Qui est l'output d'autres processus? Et si son output est faible, il rendra faible les autres processus. Un fournisseur QCD. Et si le fournisseur, c'est ça l'output, et si le fournisseur n'est pas QCD, l'approvisionnement ne sera pas correct. Il ne provisionnera pas le besoin dans les délais exigés, au plus bas coût et dans la meilleure qualité, et dans la qualité justement exigée au plus bas coût et dans les délais. Et dans ce cas-là, qui sera impacté? Un maillon impacte l'autre. Il suffit qu'un maillon est faible, il rendra toute la chaîne faible. Et donc, il va impacter la production. Elle ne pourra pas produire dans les temps. Qui va impacter le commercial qui ne peut plus vendre ce qu'il a promis au client dans les temps. Et donc, un client n'aime pas être impacté. Et donc, si son fournisseur l'impacte en ne répondant pas à son taux de service, il va l'expulser. Donc, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire? Attirer le QCD. On doit avoir un maillon fort au niveau des achats. On doit avoir un processus achat fort. Est-ce que je dois avoir forcément une organisation achat dans l'entreprise qui centralise tous mes achats? Non, pas forcément. Hussein, on n'en a pas. Vous vous rappelez de notre fameux Hussein? Et donc, Hussein aussi, non plus. Vous aussi à la maison, non plus. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous décentralisez vos achats en fonction de chaque fonction. Donc, chaque fonction décentralise, justement, chaque fonction s'occupe de ses propres besoins en achat. Donc, ce sont des achats décentralisés sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise. D'autres entreprises ont besoin de centraliser pour pouvoir massifier les besoins et pour pouvoir optimiser. Et ça, on va rentrer dans le détail lorsqu'on aura la séance typique pour la partie achat. Maintenant, la question qui va se poser, bien, on a acheté, on a réalisé le processus achat, bien, on a déjà étalé l'ensemble des processus. Mais, rappelez-vous avec moi, on avait dit qu'une fois qu'on a réalisé les 3 verbes qui sont prospecter, négocier, contractualiser, il fallait ensuite immédiatement prendre la main par le processus appro qui contractualisera plutôt l'acte d'achat par la passation de commande. Selon quoi? Selon des politiques d'approvisionnement. Quelles sont justement ces différentes politiques d'approvisionnement justement? Et qu'est-ce que ça veut dire des politiques d'approvisionnement? Que ce soit pour approvisionner chez un fournisseur ou pour pouvoir approvisionner d'un atelier à un autre dans l'entreprise sans besoin en sous-ensemble ou en article pour pouvoir fabriquer. Donc, et ensuite, une fois que l'approvisionnement est fait et l'ensemble des produits sont faits, on revient ensuite pour pouvoir évaluer ses fournisseurs pour être sûr que tous les processus sont forts. Alors, la question que je vais poser pour tout le monde, comment on réalise ce processus appro? L'approvisionnement, il y a le besoin. Le besoin dans les délais, la quantité les khassani, dans les délais, et au plus bas coût, bien sûr. On fait pareil. Mais quand maman يقول لك شي حد ولا كيقول لك المدام ديالك ولا المشي ديالك يقول لك انا نمشي نتقداو. C'est quoi ça? Acheter ou approvisionner? Non, c'est approvisionner حيت عارفين فين غنمشيو. مي لا قلت لك فينالمون راه خصني واحد الباراسول في داك البالكونه مع هادشي د الكونفينمون. دونك شنو غنمشيو نديرو دابا؟ approvisionner ou l'acheter? Ou l'achat? D'abord, il faut aller acheter. Ça veut dire quoi? Chercher le bon fournisseur qui répondra à vos exigences, qualité, coût et délai. D'abord, vous allez prospecter. Vous allez négocier et finalement, vous allez contractualiser. Comment justement réaliser ça? On a dit qu'on traitera ça pendant une séance que pour ça. Alors, pour pouvoir justement clôturer notre séance, je vais vous poser une dernière question. Le processus approvisionnement qui prend la main maintenant. On a dit c'est concrétiser l'acte d'achat par la passation de commande, selon des politiques d'approvisionnement. Quelles sont ces politiques d'approvisionnement? Et comment je choisis l'une ou l'autre? Et comment réaliser cet approvisionnement de façon qualité, au plus bas coût et dans les meilleurs délais, de façon à ce que j'optimise mes coûts de passation de commande et surtout réduire aussi mes coûts de possession des stocks. C'est un peu contradictoire ces deux-là, donc il faut que ce soit en équilibre. Alors comment je peux avoir un équilibre entre les coûts de passation et les coûts de possession pour que j'optimise mes approvisionnements, pour qu'ils contribuent eux aussi au QCD de l'entreprise? Et bien justement, ça
C'est ce qu'on va voir, la séance et le séminaire numéro 3, jeudi prochain, Inch'Allah, à la même heure. Merci à tous. Je suis à vous là de suite. Je me mets juste sur Facebook pour que je puisse répondre à vos questions. Pour que je puisse répondre à vos questions. Alors, bonjour à tous. Merci pour vos messages. Ça fait plaisir. Alors, il y a Monsieur Asdine. Est-ce qu'on aura un zoom sur les types des entreprises, négoces, distribution? Ça aurait été avec un grand plaisir. Sauf que, comme on est en début de ces séminaires-là de logistique, je vais zoomer sur les entreprises de négoce et de distribution. Une fois que j'aurai en fait terminé l'ensemble de la chaîne logistique, je peux zoomer en détail sur l'entreprise de distribution, ses spécificités, ses caractéristiques, ses exigences et aujourd'hui les éléments qu'elle doit ramener pour être concurrentiel et compétitif dans un marché qui est devenu très dur et surtout celui de la distribution et la grande distribution depuis Hussein, notre fameux grand logisticien, notre fameux grand entreprise de distribution détaillant très fort logistiquement, qui n'a pas fait d'études, mais s'il a jamais fait des études, il aurait devenu une supérette, une grande surface qu'on connaît du quartier. Et donc justement, c'est ce qu'on va découvrir ensemble, Siazdine. Ne vous inquiétez pas, c'est promis. Alors, j'ai également... Prenez note et après vous, cherchez sur les notes les termes importants. Alors, j'ai également de quelle politique de gestion de stock et flux qui va nous permettre de réduire. Alors, Monsieur Asdine aussi, il a posé une question. Vous parliez de quelle politique de gestion de stock et flux qui va nous permettre de réduire drastiquement. Alors, cette nouvelle stratégie, justement, le nouveau concept de la supply chain et donc de la gestion aujourd'hui des stocks pour trouver le stock, pour mettre en place des stocks stratégiques au sein de la nomenclature de nos produits ou au sein des produits qu'on distribue, si c'est la distribution. Ce nouveau concept, ça s'appelle le DDMRP, Demand Driven MRP. C'est un concept qui a été développé par Demand Driven Institute aux États-Unis et il est phénoménal. On a découvert ce nouveau concept au Maroc il y a 2 ans à peu près. On l'a installé pour une première entreprise au Maroc, une entreprise industrielle. Ça a donné ses résultats et plusieurs autres entreprises aujourd'hui sont en train de l'implémenter. Et les managers marocains aujourd'hui sont en train de découvrir, logisticiens, sont en train de découvrir ce magnifique concept qui permet de quoi? Il se base sur quoi? Il se base sur des buffers stratégiques qu'on met en place à des endroits stratégiques au niveau de nos stocks, sur des études préalables qu'on met en place avec l'entreprise pour pouvoir éviter justement des surstocks sur certaines références et des ruptures de stock liées à des prévisions qui ne sont pas toujours réelles. Alors, qui ne se rapprochent pas de la réalité. Et donc, justement, cette technique et sa spécificité, c'est qu'elle ne se base pas du tout sur les prévisions, mais uniquement les prévisions sont faites juste pour pouvoir paramétrer, faire du paramétrage. Donc, on se base sur la demande réelle et non pas sur la demande prévisionnelle. Ça va venir. On essaiera d'en parler sur les futures séances logistiques, une fois qu'on arrivera au niveau justement stratégique sur nos séances. I guess demand driven. Yes, Mehdi, c'est exactement ça. Pouvez-vous expliquer brièvement la différence entre la logistique et la supply chain? Alors, le mot logistique. Alors, quand je parle de supply chain, Monsieur Amin. Alors, Monsieur Amin, quand vous parlez de supply chain, c'est la chaîne. C'est ce qu'on appelle la chaîne logistique, c'est la chaîne globale. On n'essaie pas de traduire. Il y a la culture anglo-saxonne dans la logistique et dans la supply chain. On a la culture anglo-saxonne avec comment dirais-je, son jargon et son lexique anglophone. Il y a également le lexique francophone. Donc, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas essayer de traduire.
ce n'est pas traductible. Il y a en fait le dictionnaire en anglais et le dictionnaire en français de la logistique. Alors, pour revenir à votre question, la supply chain, il ne faut pas traduire ça littérairement. Ça, c'est la chaîne logistique, c'est la chaîne globale c'est une chaîne globale. Ça veut dire que l'entreprise, elle est intégrée à une chaîne. C'est ce que j'ai expliqué la séance dernière. C'est quoi cette chaîne-là? Elle est autant que maillon, quelle que soit sa catégorie, industrie, service ou distribution, elle est autant que maillon. Au maillon qui est en même temps fournisseur à plusieurs clients et client à plusieurs fournisseurs. Et autant que maillon, elle doit être forte. Comment ça forte? On a dit à procurer le QCD à ses clients. Comment? En tirant le QCD de ses fournisseurs, grâce à ce qu'on a vu aujourd'hui pendant la séance, et ramener le QCD dans l'ensemble de fonctionnement de ses processus. Et donc, si elle ne fait pas ça, elle sera maillon faible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la supply chain. Mais la logistique, c'est quoi? En fait, la logistique, c'est un terme pour identifier différentes activités. La logistique d'une entreprise, ce sont un ensemble d'activités dans une entreprise qui permettent de réaliser des fonctions principales, notamment acheter, approvisionner, stocker, produire, planifier et distribuer. Et donc, ces activités logistiques, on les trouve en interne au sein de l'entreprise et il faut les piloter autant que processus et non pas autant que tâche. Voilà un peu, grosso modo et très brièvement. C'est tout un chapitre, cela, par contre. Alors, les incoterms, ça veut dire quoi? Ah, ça, c'est une belle question. Alors ça, ce sont mes grands amours, les incoterms. Les incoterms, déjà, c'est pas avec un E à la fin, je me permets, Monsieur Younes, c'est juste sans E à la fin, c'est juste avec un S. International Commercial Terms, ce sont les termes commerciaux à l'international. Les incoterms ont été créés justement par le CCI, la Chambre de commerce internationale, dans les années 95. C'est pour justement faciliter le langage. On va les aborder quand on va s'attaquer à un des processus qui sont les processus les plus, comment dirais-je, que j'adore le plus. C'est pas que mon expertise ce processus, c'est ma passion, c'est le transport international et national, et on va avec plaisir les découvrir. On va découvrir les incoterms avec la version 2020 qui vient de sortir il y a quelques mois. Voilà, donc les incoterms, c'est un langage. Ce sont des termes à 3 lettres qui permettent de faciliter le langage entre le fournisseur et un client, un fournisseur au Guatemala, un client au Canada. Donc leur anglais n'est pas le même, donc ils vont prendre plus de temps pour pouvoir négocier qui va faire le transport, qui va le payer, qui va en être responsable. Pour faciliter le langage, il y a des termes qui ont été créés pour justement avoir un langage universel. Moi, je vais comprendre comment toi, tu as vendu à ce fournisseur, à ce client, pardon, et ton client a bien compris également comment il va acheter chez toi, et ton transporteur, ton freight forwarder saura comment gérer ton opération, et également, on aura la même, et toute autre personne dans le monde comprendra qu'est-ce qui se passe entre toi et ton fournisseur sans même aucune explication. On sait très bien qui va payer le transport, qui va le faire et qui va le gérer de part et d'autre, fournisseurs et clients, Monsieur Younes. Voilà un peu, grosso modo, pour pouvoir résumer un peu par rapport à votre question. Il y a actuellement des données en logistique, je suis ancienne étudiante. Merhaba, Mariam, ça me fait plaisir de vous revoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui et un grand plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, la semaine prochaine, même jour, même heure, avec notre passion tous, la logistique. Das Logistique, bonne soirée à tous. Au revoir.